Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à ce webinaire consacré sur le tableau de flux de trésorerie. Je m'appelle Mamadou Seydou Diallo, je suis formateur et gérant associé du cabinet Financial Training. Le tableau de flux de trésorerie, pourquoi il fait partie des états financiers? Je pense que voici la première question. Pour comprendre son rôle, ce sera très important qu'on sache que dans le bilan, nous avons trois informations essentielles. La première information qu'on a dans le bilan, c'est le patrimoine. Dans le bilan, forcément, j'ai les actifs et les passifs. Le deuxième, la deuxième information, c'est le résultat net. Donc, j'ai la photo du résultat net. Et la troisième information, à partir du bilan, je peux calculer ce qu'on appelle la variation de la trésorerie. Et c'est ce qui nous intéresse par rapport au TFT. À partir du bilan, je peux calculer la trésorerie nette de N qui fait forcément, qui correspond à la trésorerie active N moins la trésorerie passive N. Et ça, c'est la trésorerie finale. C'est-à-dire, on a terminé l'année avec cette trésorerie. Je peux faire aussi, à partir du bilan, calculer la trésorerie nette N-1, qui correspond à la même formule. Il y a juste la trésorerie active N-1 moins la trésorerie passive N-1. Et ça, c'est la trésorerie de départ. Donc, à travers ces deux éléments, je peux calculer quelle a été la variation de la trésorerie. Donc, forcément, cette variation, c'est trésorerie nette N moins trésorerie nette N-1. Donc, et ça, c'est la limite du bilan. Je vais prendre un exemple. Imaginez, on a commencé l'année, on a terminé l'année passée avec une trésorerie nette de 1 million. On a terminé l'année passée avec une trésorerie nette de 1 million. Donc, ça veut dire qu'on va démarrer cette année avec une trésorerie nette de 1 million, le report. On a terminé l'année N avec une trésorerie nette de 2,5 millions. Donc, à travers ces deux informations, je sais que entre l'année passée et cette année, il y a eu une augmentation de trésorerie de 1,5 million. Donc, lorsque vous avez cette variation, la question qu'on va se poser, comment cette variation a été obtenue? Et ça, le bilan ne peut pas répondre. Parce que je peux pas juste me dire qu'il y a eu une augmentation de 1,5 million et que c'est bon. Alors que je ne sais pas comment on a eu ces 1,5 million. Je peux avoir ces 1,5 million à travers mes activités. Je peux avoir ces 1,5 million en vendant mes biens. Je peux avoir ces 1,5 million aussi en allant à la banque pour s'endetter. Donc, pour expliquer cette variation de la trésorerie, c'est ça le rôle du TFT. Donc, le TFT, vous allez voir, son objectif, c'est d'expliquer la variation de la trésorerie. C'est de donner les détails de cette variation.
Mais donner les détails en fonction de ce qu'on appelle les cycles financiers. Quelle est la part de la trésorerie qui provient de l'exploitation? Quelle est la part de la trésorerie qui provient des investissements? Et quelle est la part de la trésorerie qui provient du financement? Donc, si je fais la somme de ces trois trésoreries, ce qui va correspondre au montant de la variation. Donc, ça, c'est d'abord l'introduction sur le TFT. Sachez que le TFT existe dans les états financiers parce qu'il répond à une question que j'ai posée au bilan. À partir du bilan, je peux calculer la variation de la trésorerie, mais le bilan ne me permet pas de savoir comment cette variation a été obtenue. Maintenant, cette question est répondue par le TFT. Donc, le rôle central du TFT, c'est d'expliquer la variation, c'est de nous donner les détails de cette variation, mais selon les cycles financiers. Quelle est la trésorerie qui est créée par l'exploitation? Quelle est la trésorerie qui est créée par l'investissement? Et quelle est la trésorerie qui est créée par le financement? Donc, la somme des trois donne forcément le montant de la variation que j'ai déjà eu dans le bilan. Maintenant, comment élaborer les TFT? D'abord, le plus important, ce qu'on doit retenir tout de suite, c'est que les TFT, c'est uniquement la vision trésor. C'est-à-dire tout élément qui n'a rien à voir avec la trésorerie ne va pas figurer dans les TFT. Et tout élément qui a modifié certains aspects du patrimoine qui n'ont rien à voir avec la trésorerie doivent être retraités. C'est ce qui rend un peu complexe l'élaboration du TFT. Parce que tout est trésor. Tout est trésor. Si vous avez des éléments dans le bilan, dans le compte de résultats, qui ont modifié le résultat net ou qui ont modifié, par exemple, les créances, mais qui n'ont pas d'impact sur la trésorerie, on sera obligé de faire les retraitements pour enlever leurs impacts. Ça, c'est le premier aspect qu'on doit retenir tout de suite. Dans les TFT, tout est vision trésor. Tout. Et pour élaborer les TFT, il te faut minimum 2 ans. Ça veut dire quoi? Il te faut minimum N et N-1. Si vous créez votre société en 2024, lorsque vous allez élaborer les états financiers de 2024, on peut dire qu'il y a 2 ans, parce qu'on peut dire que les TFT de 2023, le cash de 2023 était zéro, et le cash de 2024, on connaîtra la trésorerie finale. Donc, il te faut minimum 2 ans. Parce que les TFT, forcément, comme on vient de le dire, c'est le tableau qui explique la variation. Maintenant, avec quel document je vais élaborer les TFT? Forcément, il me faut la balance à 6 colonnes. Je ne peux pas monter les TFT avec une balance à 4 colonnes. C'est impossible. Pourquoi? Parce que le TFT va beaucoup travailler avec les colonnes mouvement. Le TFT va beaucoup travailler avec les colonnes mouvement. Donc, si je dois élaborer les TFT, il me faut forcément, il me faut forcément la balance à 6 colonnes. Donc, voici les prérequis qu'on doit comprendre avant de commencer l'élaboration des TFT. Tout est monté selon la vision trésorerie. La trésorerie, il me faut 2 ans parce qu'il doit expliquer la variation et je ne peux pas élaborer les TFT avec une balance à 4 colonnes. Pour élaborer les TFT, forcément, c'est toujours
la balance à 6 colonnes. Donc, ensuite, la structuration du TFT. Vous allez voir que le TFT va commencer toujours avec la trésorerie de départ. Toujours. Et cette trésorerie de départ, c'est ce qui est appelé A. Ensuite, comme il doit expliquer la variation de la variation de la trésorerie forcément est détaillée selon les cycles financiers. Le TFT va me donner la trésorerie de l'exploitation. C'est ce qu'il va appeler B. Ensuite, il va me donner la trésorerie du cycle d'investissement. Ce qui est appelé C. Les gens se posent la question, est-ce qu'il y a les sons? Est-ce que vous m'entendez? Je peux continuer? Oui, il y a le son est très bon, chez moi en tout cas. D'accord. Ouais, Je vais ouais, le son est continuer. bon, on vous reçoit bien. Je vais continuer. OK. Donc, je disais que quand vous regardez la structuration du TFT, ça commence toujours par la trésorerie de départ. Et comme son objectif, c'est de me donner euh, la variation de la trésorerie, or cette variation est détaillée selon les cycles financiers, il va me donner la trésorerie de l'exploitation qui est B, la trésorerie de l'investissement qui est C. Maintenant, par rapport au financement, vous savez, il y a deux sources de financement. Il y a deux blocs au niveau des financements. Il y a les capitaux propres et les dettes financières. Donc, il va me donner la trésorerie qui provient des capitaux propres, ce qu'il va appeler D. Ensuite, deuxième bloc, il va me donner la trésorerie des dettes financières ou capitaux étrangers. Je pense qu'ils appellent capitaux étrangers. C'est ce qu'il va appeler F. Après, il va faire la trésorerie maintenant du financement de façon globale. Donc, forcément, ici, c'est E. La trésorerie qui provient du financement, c'est ce qui va être appelé F. Et F est égal D plus E. D plus E. Et forcément, la trésorerie qui provient de l'exploitation, je vais utiliser d'autres couleurs. La trésorerie qui provient des investissements et la trésorerie qui provient du financement. Donc, maintenant, c'est la somme des trois qui va constituer la variation. Variation de la trésorerie ou qui est appelée trésorerie de la période. Et cette variation de la trésorerie, je pense que vous comprenez la logique des lettres, c'est ce qui est appelé G. Donc, ce G-là est égal B plus C plus F. Et ensuite, il va te dire la trésorerie finale, de la trésorerie de départ qui est A, plus la trésorerie de la P période qui est G. Et cette trésorerie finale, comment savoir que c'est le TFT est bon?
va te dire que cette trésorerie finale va correspondre forcément aussi à la trésorerie nette de N, qui correspond à la trésorerie active de N moins la trésorerie passive de N. Voici la structuration du TFT. Tout TFT commence d'abord par la trésorerie de départ. Ensuite, il va te dire, voici l'objectif du TFT. C'est de donner les détails de ça, en fait. Et les détails de ça, c'est ce qui est donné dans la trésorerie de l'exploitation, B, trésorerie de l'investissement, C, trésorerie de financement, F. F, n'oubliez pas, c'est D plus E. Et la variation, c'est la trésorerie de la période qui correspond à la somme des trois. Donc, si je prends la trésorerie de la période plus la trésorerie du départ, forcément doit me donner la trésorerie finale. Et cette trésorerie finale-là correspond à la trésorerie nette de l'année N qui est déjà dans le bilan. Mes amis, est-ce que c'est bon par rapport à cette introduction? D'abord, sur le rôle du TFT, pourquoi les TFT existent dans les états financiers, les éléments nécessaires à son élaboration et sa structuration. Est-ce que c'est bon? Je pense que vous connaissez le principe. Si c'est bon, vous me dites oui, oui. S'il y a des questions, levez la main avant de maintenant concrètement monter le TFT. Euh, à mon niveau, c'est magnifique. En tout cas, c'est très bien introduit. C'est très bien. C'est bon. Moi, c'est M. Soro de la Côte d'Ivoire. OK, d'accord. D'accord. Maintenant, on va monter les TFT. Donc, Bonjour. ce qu'on va faire, je vais diviser mon écran. Je vais diviser mon écran de telle sorte que je vais faire les explications sur Word. Je vais aussi forcément avoir besoin des états financiers du guide d'application et aussi j'aurai besoin d'un fichier Excel. Donc, ce qu'on va faire, je vais diminuer cette partie. Ça, c'est les états financiers du Susquada révisé. Je pense que tout le monde a ces documents-là. Si je ne me trompe pas, les états financiers commencent à partir de la page 343. Ça, c'est la balance N-1. Et j'ai besoin de la balance N. Maintenant, je vais aussi réduire cette partie. Je vais réduire cette partie. OK. Et maintenant, je vais ouvrir. OK. Je vais aller prendre un modèle de TFT, mais qui est vierge. Utiliser les chiffres, dossier d'élaboration, alias manuel. Je vais prendre les TFT et je vais copier ça sur... ouais, copier. Je vais faire ça sur un nouveau classeur. OK. Donc, ça, je vais enlever l'alias. Donc, ça aussi, je pense que je vais mettre ça ici. OK. Donc, je mets ça ici. Voilà. Donc, voici mon écran.
Donc, j'ai le fichier Word qui est là, dans lequel je vais faire je vais expliquer. Ça, c'est la balance des états financiers. Et ça, c'est le TFT. Maintenant, vous allez voir que pour monter le TFT, il me faut forcément ces éléments. Donc, on va mettre élaboration du TFT. La première ligne du TFT, comme je l'ai dit, c'est toujours la trésorerie de départ. Ça, on a dit ZA, trésorerie départ. La trésorerie de départ, sa formule, elle est très simple. C'est déjà dans le bilan. C'est la trésorerie nette N-1. C'est vraiment la trésorerie nette N-1. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais aller dans le bilan. Bon, je vais chercher le bilan. Le bilan est là. Donc, trésorerie active N-1, moins trésorerie passif N-1. C'est ce qui correspond à la trésorerie de départ. Parce que la trésorerie finale de N-1 correspond à la trésorerie de départ de N. Maintenant, mais avant de monter les TFT, ça sera bien que nous, on calcule la variation. La variation de la trésorerie. C'est très important parce que ce sera notre point de contrôle. Donc, je suis dans le bilan. Je vais calculer la trésorerie nette N de cette société. Donc, c'est très simple, c'est trésorerie active N. Regardez le montant ici, c'est 123 millions 097 127 moins la trésorerie passive. Passive, c'est 0 ici. Je vais mettre le séparateur. Donc, je fais exactement la même chose pour la trésorerie nette N-1. La trésorerie nette N-1, c'est les 74 millions 584 157 moins trésorerie passif N-1 moins 0. OK. Donc, à travers ces deux informations, je peux calculer la variation. La variation, c'est la trésorerie finale, N, moins la trésorerie de départ, N-1. Et ça, c'est l'élément le plus important. Ça, c'est l'élément vraiment le plus important. En fait, dans le bilan, moi, je sais que cette société, il y a eu une augmentation de la trésorerie de 48 512 970 entre N-1 et cette année. Comment cette trésorerie a été obtenue? Et c'est ça l'objectif du TFT. Donc, on va bien garder cette valeur-là et arriver à un moment, si on n'obtient pas cette valeur, c'est que le TFT est faux. Mais pour arriver à cette valeur, vous allez voir que on me dit de calculer la trésorerie de départ. Donc, comme je l'ai dit, la trésorerie de départ, c'est la trésorerie nette N-1. J'ai même déjà expliqué dans les TFT, on te demande de faire la différence entre trésorerie active N-1 moins trésorerie passif N-1. Donc, j'ai déjà les valeurs, ce sont 14 584 157 moins 0. Je vais masquer tous ces éléments-là dont on n'a pas besoin. Et pour zoomer, pour que les gens puissent mieux voir. Donc, ça, c'est la trésorerie de départ. Maintenant, je sais qu'entre N et N-1, il y a une augmentation de 48 millions, mais il faut que je calcule la trésorerie du premier cycle, qui est la trésorerie de l'exploitation. Vous avez la formule de cette trésorerie, c'est KFG moins variation du BFR. Et dans nos formations sur les états financiers et la finance d'entreprise, on explique clairement pourquoi
quelle est la logique de cette formule? Maintenant, dans cette formule, on voit qu'il y a une nouvelle notion qui est là, KFG, capacité d'autofinancement global. Pourquoi la KFG? Pourquoi? Il faut savoir que, comme je l'ai dit, le fil conducteur du TFT, c'est purement trésorerie. La KFG, c'est une notion qui nous renvoie aux marges. C'est une notion qui nous renvoie au sol intermédiaire de gestion et c'est une notion qui nous renvoie au résultat net. Quand je suis dans le compte de résultat, je vais aller dans le compte de résultat de cette société. Le compte de résultat me permet d'avoir tous les produits et toutes les charges. Tous les produits, je dis, et toutes les charges. Et la différence entre tous les produits et toutes les charges me donne le résultat net. Donc, je prends le résultat net. Maintenant, comme le TFT ne respecte que la vision trésorerie, et je sais que parmi tous mes produits, il y a des produits qui ne sont pas encaissables. Donc, j'avais dit plus produit, moins charge. Forcément, je vais prendre le résultat net. Je vais enlever les produits non encaissables. Le résultat net, c'est produit moins charge. Et aussi, je sais que dans mes charges, il y a des charges qui ne sont pas décaissables. Donc, on va les réintégrer. Charges non décaissables. Et aussi, vous allez voir qu'il y a un produit qui est là qu'on appelle produit de cession d'immobilisation. Je vais mettre ça. C'est un produit qui est encaissable, certes, mais c'est un produit qui n'est pas lié à mon activité. Donc, qui a augmenté le résultat net que je dois enlever. Mon prix cession d'immo. Donc, en faisant ce retraitement du résultat net, je vais avoir un résultat, une marge qui reflète la vision de la trésorerie et c'est cette marge qui reflète la vision de la trésorerie qui est appelée KFG. Donc, pour calculer la KFG, je dois détecter les produits non encaissables, les charges non décaissables. Donc, tous ces produits et charges sont encaissables et décaissables. Donc, l'élément qu'on regarde tout de suite, c'est les dotations aux amortissements. Donc, regardez. Et aussi, vous allez voir que les éléments R, T et X ont des significations qui sont aussi expliquées dans nos formations sur les états financiers et sur la finance d'entreprise. Donc, je sais que ça, c'est une charge non décaissable et ce produit aussi, c'est un produit encaissable, certes, mais c'est un produit qui ne fait pas partie des activités. Donc, pour calculer la KFG de cette société, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre le résultat net qui est là, la valeur, donc il faut qu'on affiche le résultat net, c'est 215 389 710, plus on avait enlevé les dotations aux amortissements, 26 511 313, moins, je répète, le prix de cession, c'est un produit encaissable, mais c'est un produit qui n'est pas lié à l'activité. Donc, on va l'enlever, moins, et voici la KFG de cette société. Donc, la KFG, c'est quoi? C'est juste là, le retraitement du résultat net avec une vision trésorerie. Quand je prends le résultat net, c'est tous les produits moins toutes les charges. Donc, je prends ce résultat net qui contient tous les produits moins toutes les charges. Comme j'avais ajouté les produits, je vais enlever de ces produits-là les produits non encaissables. Comme j'avais enlevé toutes les charges, je vais réintégrer les charges non décaissables et forcément aussi, j'enlève le prix de cession d'immobilisation.
Ensuite, après la KFG, on nous parle de la variation de l'actif circulant HAO. Donc, et vous allez voir que les TFT, vous devez vraiment aussi mieux comprendre les écritures comptables. C'est très important pour mieux comprendre les TFT. La variation de l'actif circulant HAO, la variation, c'est quoi? La variation, c'est N moins N moins 1. Mais HAO, c'est le compte 48. Et on me dit actif, c'est forcément les soldes débitaires des comptes 48. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais aller voir la balance. Je vais aller chercher le compte 48. Donc, regardez le compte 48. Voici le compte 48. Je vais un peu enlever le zoom. Voici le compte 48. Ce compte 48, c'est un compte de passif. Ce n'est pas dans l'actif. Fournisseur d'investissement, tout ça, c'est des passifs. Autre créance, c'est ce qui nous intéresse. Et parmi ces créances-là, la deuxième créance, c'est créance sur cession d'IMO. Donc, ça ne fait pas partie de l'exploitation. Donc, la seule créance qui nous intéresse, c'est cette ligne-là. Parce que c'est 48 débiteurs et c'est 48 qui est lié à l'activité. Alors ici, quand on dit IMO, forcément, c'est le cycle d'investissement. Donc, l'année passée, vous avez vu, on aura forcément besoin des mouvements. Donc, cette créance a augmenté de 2 millions. L'année passée, c'était 0. Cette année, c'est 2 millions. Donc, au niveau de la créance, au niveau de la variation de l'actif circulant HAO, ici, en regardant les comptes 48 soldes débiteurs, je vois qu'il n'y a qu'un seul compte qui correspond à 488. Et quand je prends l'année passée, c'était 0. L'année passée, c'était 0 et cette année, c'est 2 millions. Donc, pour calculer la variation, ça sera les 2 millions moins 0. Donc, ça, c'est la variation de l'actif circulant, HAO. Ensuite, on nous parle de la variation de stock. Pour cela, c'est très simple. On va aller dans le bilan. Et dans le bilan, nous avons la ligne. Dans le bilan, nous avons la ligne stock. Vous avez vu le stock, je peux calculer la variation. Donc, pour le stock, dans le bilan, je calcule la variation. Donc, le montant ici, c'est 18 560 138 moins le stock passé, c'est 15 868 433. Donc, et ça, c'est la variation du stock. Maintenant, vous allez voir que quand vous élaborez les TFT, au niveau des créances et des dettes, le premier élément que vous devez faire, c'est d'aller dans le bilan et voir s'il y a des écarts de conversion. Vous allez voir qu'il y a des écarts de conversion dans ces cas-là. Il faut que vous compreniez pour les créances et les dettes, qu'est-ce que veut dire un écart de conversion? L'écart de conversion, c'est généralement lorsque vous travaillez avec des fournisseurs ou des clients étrangers et que vous travaillez avec des devises.
Imaginez, avec un client, je lui ai vendu une formation à 100 dollars, à 1000 dollars. Lorsque je l'ai facturé, ce jour-là, 1 dollar est égal 500. C'est un exemple. Donc, ça veut dire que automatiquement, la créance que je vais comptabiliser, ça sera 500 000 francs CFA. Maintenant, au 31 décembre, le client n'a pas payé. Le client n'a pas payé et au 31 décembre, je dois vérifier quel est le cours du dollar. On me dit au 31 décembre, 31/12, que 1 dollar est égal 550. Donc, vous voyez que là, je dois forcément actualiser la créance. Je dois augmenter la créance de 50 francs, de 50 000 francs, pardon. Et c'est cette augmentation-là, comment je vais comptabiliser? Vous allez voir au 31 décembre, peut-être dans le journal OD, je vais débiter, j'augmente la créance. Vous voyez, je vais débiter 411 de 50 000. Mais dès que c'est crédit, c'est là où on va dire écart de conversion. Mais c'est quel écart de conversion? C'est un écart de conversion passif parce que c'est au crédit. Donc, je vais créditer 50 000. Et le 2 janvier, je vais annuler cette écriture dans N+1. Mais pourquoi au 2 janvier, ce sont les comptes du bilan qui sont reportés et le 2 janvier, je vais débuter 479 et créditer 411. Tu vois, j'amène la créance à la valeur initiale de 500 000. Et c'est lors du paiement qu'on saura est-ce que j'ai perdu ou est-ce que j'ai gagné, gain d'échange, perte d'échange. Ça, c'est au moment du paiement. Mais à la fin de l'année, s'il y a des créances, si j'ai des devises dans ma caisse ou si j'ai des dettes en devises, je dois vérifier les écarts de conversion. Mais si vous comprenez, cette écriture d'écart de conversion augmente ou diminue la créance, mais ça n'a aucun impact sur la trésorerie. Donc, cette créance d'augmentation de 50 000 ne va jamais être recouvrée. C'est juste une écriture de régularisation. C'est pourquoi, comme je l'ai dit, les TFT ayant comme vision cash, au niveau de la variation des créances, vérifier est-ce qu'il y a des écarts de conversion. Donc ici, je vois qu'il y a un écart de conversion actif de 15 millions. Je vais aller voir sur la balance, quels sont les comptes 47,8. Donc, je vois qu'ici, on dit écart de conversion, créance client. Très important. Donc, automatiquement, je sais que cet écart de conversion, c'est lié à ma créance client. Donc, ça veut dire qu'ici, dans ma partie créance client, je dois faire attention. Je dois traiter. Maintenant, cet écart de conversion, c'est au débit. Donc, si l'écart de conversion dans ces cas-là est au débit, ça veut dire que forcément 478 a été débité et c'est les créances clients qui a été crédité de 15 millions. En comprenant le mouvement des comptes, qu'est-ce qui veut dire de crédit créance client? J'ai diminué la créance de 15 millions, mais qui ne va pas avoir un impact sur le cash. Donc, lorsque je vais calculer la variation, ces 15 millions-là vont être réintégrés, vont être ajoutés, parce que c'est une diminution. Pourquoi je sais que c'est une diminution? L'écart de conversion actif est toujours débité. Il est débité, et comme on me dit que c'est créance client, c'est que c'est la créance client qui a été créditée. Donc, une créance client au crédit, c'est une diminution. Donc, la créance client a diminué. Donc, je vais réintégrer cette diminution pour respecter la vision trésorerie.
Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Pour calculer la variation de la créance, je peux faire ça à partir du bilan, ou je peux aller directement dans le bilan, à partir de la balance ou dans le bilan. Mais je peux aller prendre dans le bilan, je vois créance. Donc, je prends la valeur 304, 440 moins, attention, moins 144, 512, 218. Donc, si ça, c'est uniquement la variation, alors que je viens de vous dire qu'on avait diminué la créance de 15 millions, qui ne va pas impacter le cash. Parce que l'écart de conversion le 2 janvier est annulé. Donc, je prends cette variation-là et je vais réintégrer les 15 millions d'écart de conversion. Et c'est ce qui correspond à la variation de la créance selon la vision cash. Enfin, on me parle de la variation du passif circulant. Mais quand je vais dans le passif circulant, il y a les 48 créditeurs, passif circulant HAO. Donc, il faut comprendre que ces éléments ne font pas partie de l'exploitation. Donc, pour calculer le passif, la variation du passif circulant, je vais faire les N d'abord, moins les N-1, mais en ne prenant pas en compte les dettes circulant HAO. Parce que ça, c'est des éléments qui sont liés à l'investissement. C'est généralement les fournisseurs d'investissement. Donc, j'ouvre ma parenthèse, je fais l'addition, on me dit 38, 210, 222, plus 42, 668, 247, plus 620 000. Donc, ça, c'est d'abord les N moins, on va faire l'addition des N-1, 55, 894, 206, plus 36, 010, 298, 298, plus 10, 648, 959. Donc, ça, c'est les passifs circulants qui sont liés, qui est lié à l'activité, les N moins les N-1, et ça me donne une différence négative de 21 054 994. Donc, ça veut dire qu'entre N et N-1, le stock a augmenté, les créances ont augmenté et le passif a diminué. Si on doit faire l'analyse tout de suite, ça veut dire que forcément, ils ont le stock qui doit être transformé en créance et transformé en cash a augmenté. Les créances toutes les créances n'ont pas pu être euh, recouvrées et il y a une augmentation des créances et au niveau du passif, on a diminué les dettes. Donc forcément, on doit calculer ce qu'on appelle la variation du BFR. La variation du BFR, c'est la variation de l'actif HAO de l'actif HAO plus stock plus créance moins dette. Donc, je vais prendre, attention,
Pour la variation du BFR, c'est actif HAO plus stock plus créance moins dette. Donc, et là, je vois que le BFR a augmenté de 71 millions 538 921. Et enfin, je pense que j'ai tous les éléments nécessaires au calcul de la trésorerie qui provient de l'exploitation. La formule, elle est là. On a dit c'est KFG moins variation du BFR. Donc, je prends est égal la KFG moins la variation du BFR et je sais que cette société, cette année, à travers leur activité, ils ont pu créer une trésorerie de 170 millions 234 983. Donc, ça, c'est la première partie du TFT. Déjà, je sais quelle est la trésorerie qui est créée, la trésorerie de départ, pardon. Ça, c'est juste la trésorerie nette N-1. Après, il faut calculer la trésorerie qui est créée par l'activité. Et cette trésorerie, c'est la trésorerie, la KFG, moins la variation du BFR. C'est quoi la KFG? C'est juste le retraitement du résultat net en prenant le résultat net, en enlevant les produits non encaissables, en ajoutant les charges non décaissables et en enlevant, n'oubliez pas, le prix de cession du mot. Après, forcément, pour les éléments du BFR, il faut faire très attention. Il faut juste comprendre la logique des écritures. Et s'il y a des écarts de conversion, vous allez forcément voir que ces écarts de conversion seront retraités. Et au niveau de l'actif circulant HAO, c'est le compte 48 solde débiteur. Maintenant, s'il y a les comptes 48 solde débiteur qui touchent l'immobilisation, on sait que les IMO, c'est l'autre cycle, c'est le cycle d'investissement. Mes amis, est-ce que c'est bon par rapport à la première partie qui est la trésorerie qui provient des activités ou la trésorerie du cycle d'exploitation? Ou est-ce qu'il y a des questions? Oui, bonjour. 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 Moi, j'ai une question. Oui, Aïda, allez-y. En fait, pour les créances, la variation de créances, si Oui. je comprends bien, la variation de créances, ce sont Mhm. les créances réelles, la créance réelle de l'entreprise. Oui. Donc, je ne comprends pas pourquoi on a réintégré les 15 millions. Alors que Oui. je pense que ça devrait venir en diminution. Non, c'est attention. C'est là où vous devez comprendre les écritures comptables. Regardez, les 15 millions qui sont là, c'est des écarts de conversion actifs. Quand vous entendez toujours écart de conversion actif, je reprends, Oui, ça veut dire que le compte 478 est débité. C'est pourquoi c'est à l'actif. Et, oui, oui, et on me dit sur la balance que ces écarts de conversion, c'est sur les créances clients. Donc ça veut dire que la contrepartie, c'est 411 qui est crédité. Donc effectivement. si 411 est crédité, c'est que c'est un compte d'actif au crédit, c'est qu'on a diminué la créance. Exactement, oui. Maintenant, cette diminution de la créance, ce n'est pas une diminution qui va toucher les cash parce que c'est un écart de conversion qui sera annulé le 2 janvier. Donc, ça veut dire que Mhm. dans mes créances clients, j'ai diminué de 15 millions alors que ça n'a pas d'impact sur la trésorerie. Donc, lorsque je vais calculer la variation de mes créances, cette diminution va être réintégrée pour supprimer l'effet. C'est comme l'exemple des charges non décaissables. Les charges non Ah, décaissables d'accord, d'accord. diminuent le résultat net, mais lorsque je Mhm. vais calculer la KFG, je vais les réintégrer. Donc, moins, plus, on supprime l'effet. Oui. Mhm. On se comprend, Aïda? D'accord, d'accord, j'ai compris. Oui, on se D'accord. comprend. Merci beaucoup. Je vous en prie. Mes amis, toujours, je suis à vous. Est-ce que ça va? Parce que c'est comme ça qu'on va faire. En fait, on va faire bloc par bloc, afin que tout le monde puisse vraiment comprendre comment on a élaboré le TFT du guide. Mes amis, si c'est OK, vous me le dites, en fait, dans le chat, vous dites juste oui, OK, et Je, on continue. je Ah, pense que bonjour. jusqu'à présent, Oui, pour ma Mamadou. part, je pense que oui, oui, je Toro. pense que jusqu'à présent, ça va pour ma part. OK, Les d'accord. OK. Est-ce que vous Donc, pouvez revenir un peu sur les stocks?
Non, le stock, c'est très simple, c'est juste la variation. Rarement, il y a un traitement sur le stock. On a juste fait stock N moins N-1, c'est tout. Non, je voulais dire l'actif circulant HAO, je me suis trompé. Je voulais parler de l'actif circulant HAO. Oui, j'ai dit l'actif circulant HAO, c'est le compte 48 solde débiteur. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Nous sommes allés sur la balance. On a pris le compte 48, on a regardé les 48 soldes débitaires, ça est là. Donc, ce sont les deux. Mais ces 48-là, on me dit c'est sur créance d'IMO. Donc, ça veut dire que j'ai fait des sessions. Or, cette créance n'est pas liée à l'activité, c'est cycle d'investissement. Donc, le seul 48 soldes débitaires qui est lié à l'activité HAO, c'est ça. Donc, 2 millions, N moins 0, ça donne la variation des 2 millions qui est là. OK. C'est bon? Oui, c'est bon. D'accord, merci Sila. Maintenant, on va maintenant aller au cycle d'investissement. Je vais aller sur une nouvelle feuille. Donc, Bonjour. trésorerie, oui, bonjour. Ouais. Pouvez-vous revenir sur la variation du passé circulant, s'il vous plaît? Dans la variation du passif circulant, on a juste pris le bilan. On a pris tous les éléments du passif circulant sauf la partie passif circulant HAO. Parce que comme je l'ai dit, le passif circulant HAO, généralement, c'est les dettes fournisseurs d'investissement. Qu'est-ce- Donc, nous, tout ce qu'on a fait, regardez, on a pris les N d'abord, la somme des N, moins la somme des N moins 1 de tous les éléments du passif circulant, sauf les dettes HAO, sauf les dettes circulantes HAO. Ce qui a donné les moins 21 millions. Donc, ça veut dire que le passif circulant a diminué et on a calculé le BFR, on a calculé la KFJ. C'est bon? OK. OK. Maintenant, Maktou, votre main est levée. Je vais continuer. Donc maintenant, lorsqu'on vient au niveau du deuxième bloc, c'est la trésorerie du cycle d'invest de l'investissement. Cette trésorerie est obtenue uniquement avec la formule, c'est les cessions moins les acquisitions. Et comme je l'ai dit, ce qui rend complexe le TFT, c'est sa vision trésorerie. En fait, lorsqu'on doit définir la cession, qu'est-ce que la cession en comptabilité? La cession, c'est juste une sortie du patrimoine. Une sortie du patrimoine. Qu'est-ce que l'acquisition? L'acquisition, c'est une augmentation du patrimoine. Mais vous allez voir que au niveau de la cession, par exemple, je peux vendre, ça c'est une cession. Cette vente-là va me donner tôt ou tard du cash. Ça va au niveau du TFT. Mais le bien peut être volé. Le bien peut être détruit. Donc, vous voyez, lorsque le bien est volé, je dois passer l'écriture de cession. Mais cette cession ne fera pas partie du TFT. Lorsque le bien a été détruit et qu'on a, on a enlevé du TFT, on a enlevé du patrimoine, pardon, cette écriture de cession, du fait qu'on a enlevé le bien, ne fera pas partie du TFT. En fait, c'est ce qui rend complexe le TFT. C'est d'analyser et c'est de voir est-ce que l'opération a touché le cash? Est-ce que ça va toucher le cash tôt ou tard? Si ça touche le cash tôt ou tard, ça fait partie du TFT. Mais si ça ne va pas toucher le cash tôt ou tard, ça ne fera pas partie du TFT. Quand je prends les acquisitions, lorsque j'achète un bien, ça fait partie, ça fera partie du TFT parce que j'achète. Même si c'est en créance, tôt ou tard, même si c'est en dette, tôt ou tard, je vais payer la dette. Mais lorsque je fais une réévaluation, vous savez, le principe du coût historique a une exception. On peut faire la réévaluation. Lorsque je fais la réévaluation, cette réévaluation peut augmenter
le patrimoine. Mais cette réévaluation n'a pas d'impact sur la trésorerie. Il n'y aura pas un décaissement. Donc, ce qui fait qu'au niveau de l'investissement, c'est très important qu'on sache est-ce que cette acquisition va toucher la trésorerie ou est-ce que cette acquisition ne va pas toucher la trésorerie. Maintenant, on me parle d'abord de la partie IMO incorporel. Donc, IMO incorporel, c'est les mouvements, d'abord FF, les IMO incorporels. Donc, on dit décaissement lié aux acquisitions. Lorsqu'il y a acquisition, on va débiter 2. On va débiter 2. Maintenant, mais on dit qu'est-ce qui a été décaissé. Donc, ici, ça sera très important. Vous savez, l'écriture d'acquisition, on va prendre les acquisitions, on va passer les écritures comptables. Donc, je débite 2. Facilement, je vais créditer, par exemple, 481. Donc, si c'est payé, je vais débiter 481, créditer ma banque ou la caisse. Donc, ce qui m'intéresse ici, c'est les mouvements de débit et aussi le compte 481. Si c'est soldé, c'est que tout a été payé. Mais si ce n'est pas soldé, c'est qu'il y a des dettes qu'on doit enlever parce que ça n'a pas été décaissé. Maintenant, je vais aller voir la balance. Vous avez vu ici, on parle de mouvement. C'est pourquoi j'ai dit dès le départ, on ne peut pas faire le TFT sans, comment je vais dire, sans la balance acier colonne. OK. Je regarde ici. Voici le compte 21. Donc, mouvement de débit. Entre l'année passée et cette année, il y a eu une augmentation de 2 millions. Pour les IMO corporels, toujours c'est les mouvements de débit. Mais comme je l'ai dit, si moi je suis à l'interne, si j'étais dans cette société, j'allais avoir les détails. J'allais savoir, est-ce que ces augmentations-là sont réellement des augmentations qui sont liées à des acquisitions réelles ou bien c'est des augmentations qui sont liées à des écarts de réévaluation. Donc, si je n'ai pas cette information, il y a une note qui me donne l'analyse des IMO. C'est la note 3. Dans la note 3, j'ai des acquisitions qui sont réelles, j'ai des acquisitions qui sont dues à la réévaluation et j'ai aussi les informations sur les cessions. Donc, je vais aller voir la note 3. Ça, c'est parce que je n'étais pas là quand on a passé les écritures. Mais quand même, quand je prends le guide, je sais que dans la partie note 3A là, regardez, j'ai tous les détails. Ça, c'est N-1. Ça ne me concerne pas pour le TFT, mais c'est les augmentations qui me concernent. Est-ce que vous voyez les augmentations? Pour les IMO incorporels, il y a 2 millions, mais il n'y a aucun élément qui est lié à la réévaluation. Donc ici, je vais dire les 2 millions là, je vais prendre ça. Donc, vous avez vu, au niveau des IMO corporels, il y a des acquisitions, mais il y a aussi des acquisitions qui sont liées à la réévaluation. Donc, or, comme je l'ai dit, les éléments qui sont liés à la réévaluation, forcément, ces éléments ne feront pas partie du TFT. Mais qu'est-ce qui va faire partie du TFT? C'est les acquisitions qui vont impacter le cash. Donc ça, c'est IMO corporel. Il y a aussi des acomptes versés. Forcément, je vais mettre ça ici. FG au niveau